Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui s'intitule « 3 façons de responsabiliser votre équipe avec compassion ». Il a été rédigé par David Rock, Emma Saro et Chris Veller. L'article commence ainsi. Au cours des premières années de la pandémie, de nombreuses organisations ont fait de leurs collaborateurs une priorité, en leur offrant flexibilité, avantages en matière de santé mentale et autres soutiens pour les aider à traverser cette période stressante. Récemment, alors que les taux d'intérêt et l'inflation ont augmenté, nous avons vu les dirigeants changer de ton en revenant sur certains avantages, en ramenant les gens au bureau et en mettant davantage l'accent sur les résultats, respect des délais, atteinte des objectifs et augmentation des revenus. Cette situation a amené les employés, les managers et les dirigeants à se demander: est-il possible de créer une responsabilisation sans coup de fouet, de manière à donner aux gens le sentiment que leurs besoins comptent toujours? Doit-il s'agir d'une question binaire entre soins et résultats? Et quels sont les moyens les plus efficaces de créer une responsabilisation à tous les niveaux d'une organisation? Alors, Emma, que penses-tu de cette entrée en matière? Je dois dire que j'ai trouvé l'introduction assez complète, en ce sens que elle part de l'observation générale qui a été faite de ce qui a été la culture, disons, des entreprises à partir de la période, moi je vais dire la période Covid, environ, et la période post-Covid. C'est-à-dire que quand la période Covid battait vraiment son plein, quand c'était véritablement la crise, il y avait une sorte de volonté au niveau des entreprises de prendre soin de leurs équipes. Peut-être pas de façon humanitaire, ou en tout cas de façon, comment dire, peut-être que le bien-être des employés n'était pas véritablement au cœur des préoccupations, mais en tout cas, dans les faits, c'est ce qui ressortait. Il y avait une volonté de prendre soin quand même de la main-d'œuvre, ou en tout cas des ressources humaines. Je ne serais pas d'accord avec toi sur ce plan. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de prendre soin des gens parce que la mort semblait proche. Voilà. Et donc, ça a relativisé énormément de choses à tous les niveaux. Je ne pense pas que ce soit juste de prendre soin de la main-d'œuvre parce que les gens mouraient énormément à cette époque-là, en grand nombre. Et c'était assez choquant. Et ça a ramené chacun à sa condition de mortel et à penser aux choses qui sont les plus importantes. Et dans ce sens-là, les différents dirigeants, les grosses organisations ont accepté à certains points de perdre des revenus parce qu'il y avait un peu le sentiment de est-ce que après tout ça vaut la peine? Oui, totalement. Puis après on s'est un peu habitué à cela. C'est ça. Et la post-Covid nous a... Et les premiers réflexes sont revenus. Et plus après le retour de flamme des différentes choses. Parce que mine de rien, quand on parle d'inflation après la pandémie, c'est un peu le retour de flamme de toutes les choses qui ont été mises en place pour pouvoir soutenir les gens pendant la période difficile. Exactement. Donc, il y a ce revers-là qui est arrivé et les gens ont également réagi à ce revers-là alors en mettant les bouchées doubles sur les choses qu'ils faisaient avant pour en quelque sorte compenser. Donc, tout ça a mis, en fait, je dirais, la pandémie et l'après-pandémie ont mis en exergue les dynamiques qui existent sur nos différents lieux de travail. Oui. Surtout les dynamiques toxiques. Oui. Parce que le fait que subitement, on a commencé à penser à la santé mentale, l'une des choses que ça veut dire clairement, c'est que ce n'était pas quelque chose que les dirigeants prenaient en compte avant. Pour que ça puisse devenir quelque chose dont on parle à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est quelque chose qui était absolument négligé. Et aujourd'hui, on est à la course aux résultats, à la course à l'augmentation des revenus et autres. On retombe dans ces travers-là. Et sortant fraîchement, parce que mine de rien, arriver à ces extrêmes-là ne s'est pas fait un coup. Ça a été progressif, où petit à petit, on a
abandonné certains avantages au cours des années, où avant on avait quand même un moment de la révolution industrielle où les normes de travail que nous avons actuellement se sont mises en place. Les choses se sont faites petit à petit. Avant, ils avaient les syndicats, puis on a perdu pas mal de syndicats, où on a perdu pas mal de droits, pas mal de revendications. Et petit à petit, on a perdu nos avantages, sauf que dans cette situation où on n'a aucun soutien de la part de son employeur, et mentalement et socialement. Puis la pandémie, on a vu tout ça revenir au point de la page. Oui. Dans la pleine pandémie maintenant, tout d'un coup, pas sur le cours de plusieurs décennies, en quelques années, on essaie de nous reprendre tout ça. Et là, maintenant qu'on a ce choc où on l'a et on l'a plus, on l'a et on l'a plus, on est beaucoup plus conscient en fait de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui peut constituer notre propre équilibre sur le lieu de travail. Et ça devient un vrai challenge pour les managers, les chefs d'entreprise, de savoir comment ils gèrent leurs équipes ou comment ils gèrent leurs employés. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Est-ce qu'on utilise la carotte? Est-ce qu'on utilise le bâton? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on utilise la manière douce, oui, la manière forte? Bon, en tout cas, on va en parler dans cet épisode. Oui, je pense que c'est même le bon moment pour amorcer sur ce que c'est que la science de la responsabilité, selon l'article. Voilà. Il s'avère que les gens perçoivent la responsabilité de deux manières. Et c'est que cultive le dirigeant déterminera les performances de leur équipe. La première forme de responsabilité, c'est la menace, ou la responsabilité punitive. C'est là laquelle la plupart des dirigeants pensent et pratiquent généralement. Cela implique de réprimander les gens pour leurs erreurs et leurs échecs, créant ainsi une culture de menace et de blâme. La deuxième forme de responsabilité est ce qu'on appelle le défi valable. La responsabilité est alors perçue comme un défi valable et considère la prise en charge d'une tâche comme une opportunité de croissance et considère les faux pas comme des chances d'amélioration. Ça fait très très bien le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec les dynamiques ou en tout cas le contexte qui a changé brusquement. Les managers ont du mal à savoir exactement quel type de responsabilité il faut placer sur leurs collaborateurs. Est-ce qu'il faut être le gendarme qui menace, qui fait des menaces à tout va, pour tout et pour rien? Ou est-ce qu'il faut être le manager qui encourage son équipe à atteindre sa meilleure version, qui l'aide à voir les choses comme des challenges et des défis à relever et qui fait de son mieux pour les relever, pour les atteindre? Ça reste quand même deux extrêmes entre lesquels il faut naviguer. Au cours de ces dernières années, on a vu les choses aller soit vers l'un des extrêmes ou soit vers l'autre. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a un juste milieu et s'il en a un, quel est-il? C'est là même toute la difficulté. Je pense que ça va dépendre quand même vraiment des cas. Je pense qu'il n'y a pas de méthode absolument efficace dans absolument tous les cas. C'est vraiment une question de dosage. Je dirais que ça dépend également des domaines. Parce que si tu prends par exemple le domaine médical, un chirurgien, et que tu veux être tout doux avec lui quand il fait des erreurs qui peuvent coûter la vie de quelqu'un, je vais te regarder bizarrement. Voilà. C'est vrai. Mais dans le même cas, tu prends quelqu'un qui travaille dans le domaine financier, qui doit faire des rapports, des audits, des choses comme ça. Certes, c'est important qu'il rentre bien les chiffres. C'est important qu'il rentre bien les chiffres, mais ça n'a pas la même gravité. On peut faire plus de traces par des erreurs. Il peut reprendre ce rapport et il n'y a pas mort d'homme s'il le reprend. Il y a peut-être un délai, on a peut-être une perte de temps, on peut peut-être rater une opportunité, mais il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas aussi critique que dans le cas d'un chirurgien où vraiment une erreur qui est faite sur la table d'opération est fatale. Ça postule plusieurs vies. Quoique même dans le domaine financier, ça peut être quand même assez critique aussi, les erreurs. Certaines erreurs sont absolument fatales pour, disons, des entreprises, pour des vies, des personnes qui... je dirais que la différence que je fais, c'est que ces erreurs peuvent toujours être réparées. Rattrapées quand on les rencontre, on peut toujours les rattraper. Si on ne s'entête pas dessus, on peut toujours essayer de les rattraper. Alors que dans le domaine, je dis, un chirurgien, il commet l'erreur là, s'il n'y a pas quelque chose à rattraper, il n'y a pas grand chose à rattraper, il n'y a pas beaucoup de cas où on peut rattraper. Donc,
C'est pour ça que je suis d'accord avec toi que ça dépend des circonstances, des contextes. Moi, je dis beaucoup aussi des domaines d'activité ou certains domaines les erreurs doivent être beaucoup moins tolérées que dans d'autres. Mais malgré ça, ça ne veut pas dire que il faut, tu es direct administrateur d'hôpital, que les matins tu vois tes chirurgiens et tout ça, et puis tu leur dis, je sais pas, tu leur mets la pression chaque matin, tu les menaces, que voilà, tu mets le scaputel à 1 centimètre à gauche, tu te vires. Ça n'a pas vraiment aidé non plus. De toute manière, il y a toujours un juste milieu dans tous les cas où il faut avoir un peu de rigueur. Tu vois, comme on dit, la main de fer dans le camp de velours. Exactement. C'est la formule magique. Ça, ouais. Alors, comment tu le mets en application, c'est vraiment ça la vraie question. Ouais. On passe au... Alors, oui. Alors, dans cet article, il y a 3 habitudes qui seront étudiées qui peuvent aider à renforcer la responsabilité des membres de son équipe. L'article est basé sur une recherche qui a été menée par les auteurs de l'article qui ont été cités un peu plus tôt. Le cœur de cette recherche a consisté à identifier les muscles mentaux, ce qui se passe dans la tête des gens donc, lorsqu'ils pratiquent le type de responsabilité non punitive. C'est qui consiste à mettre les gens dans la position de challenge, de défi. Voilà. Donc, l'une des premières habitudes qui renforce cette responsabilité, alors, ce que je veux dire, c'est que cette recherche donc, a permis de distinguer 3 habitudes qui aident à renforcer cette responsabilité, le sentiment de responsabilité dans les membres de l'équipe. L'une des premières habitudes est le fait de penser à l'avance ou d'anticiper. La responsabilité se produit lorsque les dirigeants peuvent mentaliser ce qui est susceptible de se produire lorsqu'ils confient à quelqu'un une tâche ou une directive. C'est-à-dire, le dirigeant doit se créer une image mentale de la tâche et la communiquer de manière à garantir une compréhension partagée. C'est-à-dire, lui, il s'est déjà projeté cette image dans sa tête et il doit transmettre cette image à son collaborateur, à son équipe, pour qu'il ait aussi la même image que lui. Donc, plus un leader peut se faire une idée précise de la manière dont il souhaite que le travail soit effectué et des obstacles que la personne peut rencontrer, plus il est facile pour lui de communiquer cette vision à l'employé. Un leader moins soucieux des résultats pourrait se montrer plus discret, espérant essentiellement que les talents de l'employé lui permettront de conclure l'affaire. Mais en anticipant, le leader peut réfléchir à la façon dont le scénario pourrait se dérouler, anticiper les obstacles et augmenter les chances de réussite de ses employés selon une stratégie prédéterminée. Le défi dans cette approche consiste à comprendre le point de vue d'une autre personne, les questions qu'elle peut se poser, les obstacles qui pourraient survenir pour elle, ainsi que ses propres forces et défis. Il s'avère que la prise de perspective comporte de nombreux pièges, l'un étant que nous finissons souvent par projeter accidentellement notre propre point de vue sur d'autres personnes. Cependant, nous pensons qu'avec un bon encadrement et un peu de formation, les gens peuvent améliorer considérablement leur capacité à anticiper, à la fois en tant que dirigeant confiant des tâches et en tant qu'individu les acceptant. Moi, je trouve que ce point est assez un peu abstrait quand même. Et enfin, qu'est-ce que toi tu as pensé de tout ce qu'on vient de lire là? Écoute, pour moi, je rappelle que il s'agit de penser à l'avance. C'est vrai que c'est un petit peu abstrait et que pour le mettre un petit peu de façon plus concrète, enfin, je ne sais pas si c'est plus concret, mais moi je dirais qu'il faut être proactif. Il faut savoir anticiper. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire que si tu veux confier une tâche à quelqu'un en tant que manager, tu sais, tu envisages, ou en tout cas tu anticipes que la tâche là va lui prendre tel nombre de temps, va lui prendre tel en termes d'énergie, tel en termes de laps de temps. Enfin, tu identifies, en tout cas tu imagines les ressources que cette tâche-là va coûter, que cette tâche-là va coûter à la personne à qui tu la confies. Donc, compte tenu de ça, tu sais que il faut lui communiquer certaines informations, certains éléments
pour lui permettre d'atteindre le but que vous visez tous les deux. En tout cas, le but que vous visez tous. Euh, oui, je comprends. Et je me dis aussi, on peut, je me dis aussi qu'on peut donc penser à l'avance aux différents obstacles que la personne qui peut effectuer cette tâche va rencontrer. Et par rapport à cela, déjà prévoir les portes de sortie dans cette situation-là. En quelque sorte, des plans B, C, D. Oui. C'est-à-dire, on s'assied, on pense au plan A, de comment ça va se passer. Mais au cas où tel événement survient, voilà ce que tu pourrais faire. Par exemple, je sais pas, on peut revenir dans le cas de trucs financiers, là, la situation financière, dans une entreprise financière où on doit produire un rapport, un audit pour un client. Et on te dit, on est à 2 jours, mais le client n'a toujours pas envoyé un document qui est quand même assez fatidique. Tu peux dire au collaborateur qui est censé faire le travail, si le client, voilà, tu as cette tâche-là, tu auras ta date pour la livrer. Si le client ne t'envoie pas tel document dont tu as besoin et tout ça, fais le calcul sans, mais mets une variable peut-être, comme ça quand on est juste la valeur et ça met le truc à jour, ou bien privilégie peut-être tel aspect et laisse complètement tel aspect du rapport, et on va faire nos évaluations comme ça et mettre sous réserve de tels documents pour finaliser. Tu prévois déjà, parce que tu sais que c'est possible que ça se passe, puisque les délais jusque-là n'étaient pas respectés. C'est une manière d'anticiper aussi et de permettre du coup à la personne qui prend cette tâche d'être beaucoup plus confiante dans la tâche. Oui. Parce que c'est OK, si telle chose qui n'est pas en fait sous mon contrôle se passe, j'ai le moyen de contourner ça et de quand même arriver à mes fins, au résultat que je veux produire. Moi, tout ça rend beaucoup plus concret le truc. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour toi ou si tu as quelque chose à nous dire sur la dernière partie qu'on a lue par rapport au fait que nous pouvons parfois, au lieu de penser au point de vue de l'autre, transposer notre propre point de vue dans notre anticipation. Ah, écoute, je veux encore vous parler d'empathie. Je suis désolé, je veux encore vous parler d'empathie. Je répète que quand tu as de l'empathie, tu te mets à la place de l'autre. Quand tu es manager, tu te mets à la place de ton collaborateur. Tu sais que ce que tu lui confies comme tâche va nécessiter qu'il mobilise telle ressource et telle ressource. Tu anticipes, tu fais comme tu as dit, tu vois quels sont les obstacles, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre l'objectif. Tu fais tout ça, mais tu n'omets pas quand même de considérer que malgré tout, toi, tu vois les choses de ta perspective. Même si tu uses d'empathie et que tu essaies de te mettre à la place de l'autre, il y a plein d'éléments qui t'échappent simplement parce que tu n'es pas dans la peau de l'autre. Donc, il peut arriver quand même que tu ne sois pas complètement en mesure d'anticiper les choses comme il se doit. Là-dessus, l'article précise que ce n'est pas exclu, ou en tout cas c'est une bonne idée, de penser à se faire former, de penser à se faire encadrer, parce que des gens peuvent vous aider à améliorer votre capacité à anticiper les choses. Des gens qui s'y connaissent, des experts dans le domaine, peuvent vous aider à trouver comment anticiper les choses de façon efficace, efficiente et pertinente. Donc, c'est un point qui est important. Merci de me l'avoir rappelé. Là-dessus, on peut passer à la deuxième habitude qui s'intitule « Soyez propriétaire de vos engagements ». Parce que nous surveillons inconsciemment les personnes qui tiennent leurs promesses et celles qui ne le font pas. Quelqu'un qui s'efforce de tenir ses promesses, grande et petite, peut devenir une personne en qui les autres ont profondément confiance. Une telle confiance a un impact énorme sur la capacité de chacun à bien collaborer. Mais laisse-t-on dire aux employés de faire une chose, que leurs dirigeants en font une autre? Les attentes inadéquates peuvent être considérées comme une menace, sapant leur motivation en raison d'une baisse de dopamine. Le cerveau doit détourner une énergie précieuse de la concentration sur des tâches clés pour traiter l'erreur qui a violé nos attentes. Les engagements non tenus conduisent généralement à de nouvelles attentes moindres à l'égard du leader. Ça, c'est super important parce que
On entend souvent dire la phrase « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». En tout cas, moi, je suis tellement contre cet adage. Franchement, je n'ai rien entendu d'aussi contradictoire, d'aussi problématique. Je ne suis absolument pas d'accord. Quand tu indiques à un collaborateur qu'il faut faire d'une façon, il faut que tu lui montres l'exemple. Parce que d'une façon ou d'une autre, on a besoin d'établir un lien de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est l'humain est comme ça. Et l'article le décrit un peu comme si on était des robots. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose et que tu fais une chose qui est contraire à ce que tu as dit, il y a une erreur système et le truc marque erreur. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous ne voyez pas erreur, la personne s'interroge parce que tu as dit de faire telle chose. Tu dis qu'il faut respecter des délais. Mais tes propres délais, tu ne les respectes pas. Tu dis qu'il faut être ponctuel. Toi-même, tu viens en retard. En fait, il y a des choses, en fait, sur lesquelles vous ne pouvez pas transiger, en fait. Et quand tu dis une chose, il faut la respecter toi-même pour permettre à tes collaborateurs d'être en phase avec ce que tu dis et d'être en phase avec ce que tu leur suggères de faire. Je vais revenir sur un exemple où on a un leader, par exemple, qui donne un délai pour l'exécution d'un projet. Donc, toute l'équipe a un projet, chacun a ses tâches et il dit, nous devons livrer ce truc à la fin du mois, il donne la date. Donc, le leader lui-même, le chef d'équipe, lui-même, le manager, lui aussi il a sa part de travail dans le projet. Mais non, lui, il ne respecte pas les termes parce qu'il doit peut-être livrer tel jour, qu'elle doit livrer telle tâche tel jour. Lui, il ne respecte pas. Il est en retard sur son calendrier sans vraiment de raison valable qui a été communiquée. Parce qu'on peut comprendre que des choses peuvent arriver, mais il n'y a aucune raison valable qui a été communiquée, il n'y a aucun processus de suivi qui a été fait. Il est juste en retard, on sait juste qu'il est en retard, il ne s'explique pas. Mais alors, en ce moment, qu'est-ce qui motive un employé du coup, lui, à respecter ses dates? Il va dire, de toute façon, même Monsieur X, il n'a pas respecté les dates que lui-même a données. Donc, en fait, ça veut dire que cette date-là est facultative. Si lui-même a dit c'est ça et il ne suit pas, c'est facultatif. Donc, il est moins engagé. Maintenant, quand tu vas revenir vers lui et lui faire passion en lui disant, oh, mais je t'ai mis cette deadline-là, tu ne l'as pas respectée, alors que toi-même, tu n'as pas respecté la tienne. Alors là, il va trouver ça comme étant injuste. C'est une dissonance. Parce que tu viens de mettre un standard, que toi-même, c'est toi-même qui as mis le standard, toi-même, tu ne le respectes pas, et tu viens lui faire les misères parce qu'il ne l'a pas respecté. C'est injuste, il va le prendre ainsi, et il va être beaucoup moins engagé, beaucoup moins impliqué dans le reste de la tâche. Mais moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose sur le revers de ça, où il est possible que le manager en question, cette avec des responsabilités, ça reste toujours une personne. Il peut y avoir une situation qui arrive où il a peut-être à un moment travaillé brièvement sur un autre projet, porté une faute à quelque part d'autre, et donc il a négligé. Je pense qu'en ce moment, l'important c'est de communiquer ça à son équipe. Voilà, qu'il y a telle chose qui s'est passée où donc j'ai dû prendre 3 à 4 jours sur tel projet parce que c'était urgent et qu'ils avaient besoin de mon expertise là-bas. Et donc, ça va repousser, regarder un peu les choses. À défaut, déléguer peut-être cette tâche à quelqu'un d'autre qui a un peu moins de pain sur sa planche. Mais rester transparent avec son équipe, il y aura moins de dissonance dans ce cas-là que de tout simplement se dire qu'en tant que moi, manager, je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis un temps en retard, j'ai des raisons valables. Je n'ai pas besoin de rendre compte à mon équipe. Ce n'est absolument pas ça. C'est important en tant que manager de savoir communiquer avec ses collaborateurs. Très, très important. Ça ne fait que montrer davantage votre niveau de responsabilité, de responsabilisation propre en fait. Exactement. Parce que plus vous êtes responsable vous-même des propos que vous tenez et des engagements que vous prenez vous-même, plus les autres vont avoir à cœur d'être responsables également. Et également reconnaître soi-même qu'on n'est pas arrivé à tenir ses engagements. Oui, c'est très, très important ça. Venir vers ses collaborateurs et dire, parce que ne pas le dire, c'est comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est encore plus, voilà, c'est plus dramatique en fait pour le collaborateur de rester dans le noir et de se demander, ok, en fait, on est où? Surtout si tu n'as pas respecté ton propre engagement et que tu n'en fais pas mention. Tu n'en fais pas mention, ça passe sous silence. C'est un problème parce que le collaborateur, lui, dans sa tête, il y a la question, mais tu as mis ce standard, tu ne l'as pas respecté toi-même. Les implications, enfin, ça n'implique rien. Voilà. Ça passe crème. C'est pas top, c'est un problème. Alors, on va passer à la 3e habitude qui nous permet de renforcer les responsabilités, qui est ancrer les solutions.
Enfin, la responsabilité est avant tout une question de croissance. Lorsque les enjeux sont élevés, les échecs sont inévitables. Ce qui compte le plus, c'est que les dirigeants répondent à ces échecs par une impulsion vers l'apprentissage et non par la punition. Cette approche est la marque d'un état d'esprit de croissance et nécessite un climat de sécurité psychologique qui permet aux gens d'admettre leurs erreurs. Centrer sur des solutions signifie abandonner le blâme et travailler à améliorer les choses. Cela signifie faire un débriefing approfondi des victoires et des échecs et rechercher constamment des moyens créatifs pour résoudre les problèmes plutôt que les raisons de l'échec. Là-dessus, bon, on s'excuse beaucoup pour le bruit que vous entendez. Ça, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Alors, à propos d'ancrer les solutions, l'approche qui consiste à vraiment être focus sur comment s'améliorer, comment arriver à la meilleure version de soi-même, pour moi, elle exclut définitivement le blâme. C'est-à-dire, telle erreur est arrivée, c'est dû à telle personne, c'est la responsabilité enfin, c'est de la responsabilité de telle personne et tout. Ça ne, comment dire ça? Ça ne permet pas de cultiver, en fait, une volonté de s'améliorer, une volonté d'atteindre une meilleure version de soi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si, peut-être, tu aurais une anecdote par rapport à ça, quelque chose. Alors, il y a un exemple que j'ai relevé, on revient encore à notre société d'audit financier là. Bon, Supposons que, voilà, on a donc tous notre deadline pour finir le dossier d'audit d'un client. Et un des collègues a fait une erreur dans ses calculs. Et c'est quand même un document pilier du résultat. Et on arrive peut-être, on est peut-être à la veille de la date de livraison, de la date où on doit livrer au client. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, il y a une erreur qui se répercute en fait sur la majorité de son travail parce qu'il a fait l'erreur dès le début des calculs et ça s'est répercuté sur tout le reste. En pratiquant la responsabilité punitive, le manager peut alors décider que, tiens, celui-là qui a fait cette erreur, déjà le pointer du doigt en disant, voilà, le mettre en avant qu'il a fait une erreur, donc souvent, dépendamment des entreprises un peu plus, on va dire, toxiques, peuvent se retrouver à élever la voix sur cet employé, comme d'autres peut juste vraiment dire ah, tu as saboté le projet ou quelque chose de ce genre, et obliger la personne alors à dire alors tu vas rester et on peut faire tout ça cette nuit pour que ce soit pas pour demain parce que ça lui sort qui pose problème. Non. Et donc là, il a une punition pour l'erreur qu'il a commise. Dans un scénario de responsabilité non punitive, alors, le manager, d'abord, il prend conscience que tout le monde peut faire des erreurs. Même lui, le manager, n'importe qui dans l'équipe, tout le monde peut faire des erreurs à un moment ou à un autre, indépendamment de notre volonté. Et donc, quand ces choses-là arrivent, on se focus plutôt sur comment s'en sortir, comment corriger l'erreur et avancer plutôt que qui a fait quoi, que doit-il subir pour cela. Et donc, dans ce cas, le manager pourrait alors proposer à l'équipe qui voudrait bien rester 1 heure de plus après pour qu'on puisse finir ceci avant de rentrer. Donc, plus on y est, plus on s'y met à se partager la tâche, plus vite ça finira. Et on sera prêt et personne ne passe tout son temps là. Et aussi, moi, je mettrais l'accent sur le fait de ne pas imposer cela à l'équipe, mais de proposer qui veut rester 1 heure de plus, qui voudrait bien rester 1 heure de plus. Donc, que ça reste quand même un choix pour les autres, parce que chacun a ses responsabilités, ses engagements en dehors du professionnel, ses engagements familiaux, et on n'est pas forcément tenu d'expliquer ce qu'on fait de son temps pris à soi. Donc, dans ce cas-là, demander qui veut bien rester. Si c'est une dynamique d'équipe qui est déjà cultivée et que chacun sait que j'aurais pu être moi qui a eu l'erreur et peut-être moi j'ai déjà fait une erreur comme ça et certains sont restés pour m'aider et je n'ai pas d'engagement après, il est plus enclin à rester en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est cultivé. Quelque chose qui était cultivé dans voilà, c'est quelque chose qui est cultivé. Donc
quand tu le fais comme ça et que quelqu'un reste pour toi et que même si sur une équipe de 7, vous êtes peut-être 2, 3 à rester, le manager, lui, quelque chose ses engagements en tant que manager, il doit rester, il n'a pas le choix. C'est la seule personne qui n'a pas le choix dans l'équipe en fait, c'est le manager. Il reste avec le collègue aussi qui a fait l'erreur. Celui qui a déconné. Voilà, ces 2 personnes-là n'ont pas vraiment le choix. Tout le reste de l'équipe, on peut le faire. Donc si on se retrouve peut-être avec une personne en plus qui reste avec eux, qui les aide et quand même, 3 personnes contre une personne, ça réduit aussi le temps de travail. Ouais. Donc, on fait ça, on corrige, on livre le lendemain en tant qu'équipe. J'apprécie beaucoup ton exemple parce qu'il est très parlant, il illustre très bien le truc. Et prochaine fois que peut-être quelqu'un d'autre fait une erreur, moi qui ai fait l'erreur la dernière fois pour que quelqu'un est resté, je me sens beaucoup plus empathique en fait, parce que j'ai vécu ça et je suis beaucoup plus enclin à rester parce que je sais que le fait que tel soit resté a fait la différence pour moi, a fait une différence pour moi. Et ainsi de suite. Et plus on cultive cette grâce-là, et plus, en fait, c'est plus facile après de se mettre, de sacrifier son temps pour aider à corriger l'erreur qui n'est peut-être pas la sienne personnellement, mais qui reste quand même l'erreur de l'équipe. De l'équipe, c'est ça. C'est ça. C'est un cercle vertueux et dès qu'on arrive à impulser cette dynamique dans l'équipe là où personne ne pense personnel et surtout le manager n'agit pas comme si un individu était isolé et quand il fait l'erreur, c'est son erreur et que c'est à lui de la réparer, qu'il prend les choses autrement en considérant que c'est la responsabilité de toute l'équipe. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors, nous avons déjà vu nos 3 habitudes, c'est vraiment très vite passé. Je vais vous lire le mot de fin de l'article, quand même, la dernière partie de l'article, qui, moi, me semble résume bien tout ce qu'on a vu et aussi nous laisse avec de quoi nous approfondir pour nous-mêmes en tant que membre d'équipe ou dirigeant d'équipe. Alors, grandir tout en performant. La responsabilité peut sembler un gros mot, comme si résultat et collégialité ne pouvaient coexister. Mais dans les cultures saines, les dirigeants savent clairement ce qu'ils attendent de leurs équipes et le rôle qu'ils jouent dans ce processus. Ils réfléchissent à la façon dont les choses pourraient mal tourner et dépassent ces obstacles. Et ils maintiennent l'équipe concentrée sur les résultats et non sur les punitions pour les erreurs. Les équipes qui adoptent ces habitudes sont mieux équipées pour être fermes et franches les unes envers les autres. Car chaque membre de l'équipe se sent en sécurité quant à sa position dans le groupe. En d'autres termes, il y a moins de pression pour maintenir une culture de gentillesse parce que chaque membre a confiance en sa valeur. Lorsque les dirigeants adoptent les bonnes habitudes, anticiper, assumer leurs engagements et s'ancrer sur les solutions, ils découvriront que l'équilibre entre la responsabilité prend en compte les besoins individuels tout en garantissant que le travail est fait. Très bien. Alors, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cet épisode. Je voulais vous laisser avec cette dernière question. Pensez-vous que la responsabilité non punitive donne la possibilité aux acteurs médiocres d'une équipe de ne jamais se corriger? Pour expliquer un peu, je vais revenir à notre exemple où j'ai quelqu'un qui a commis une erreur et tout le monde s'est rassemblé pour aider à corriger l'erreur sans qu'il n'ait un impact personnel lui-même. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut abuser en fait de cette gentillesse-là, de cette grâce-là qu'on donne et ne jamais chercher à s'améliorer et être laxiste en fait de son travail, permettant ici les erreurs de se répéter? Alors, moi je vous attends dans les commentaires pour en discuter parce que c'est un point de vue qui m'intéresse énormément. Vous pouvez liker si cet épisode vous a plu. Donc, on se retrouve très bientôt encore pour parler d'un nouveau sujet. Et vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas le manquer. En attendant, gardez votre esprit d'équipe.